Nous parlons obstacles d'implantation ou bien mise en œuvre du RED+, au Congo-Kinshasa, avec un expert du secteur de l'environnement. Professeur Tuzon Fimpa est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci, M. Lumbala. Vous êtes professeur du droit ou de droit de l'environnement à la faculté de droit de l'université ou à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et dans d'autres universités du pays, et précisément à Kinshasa. Avec vous, on avait déjà abordé une série, réalisé une série d'émissions consacrées à l'implémentation du RED+. Nous allons continuer justement, c'est le grand retour médiatique, oui, après des grands événements, des événements heureux qui se sont déroulés dans votre vie. Merci. Et voilà. Le programme RED+, porte beaucoup d'avantages au Congo-Kinshasa, mais la réussite de ces avantages dépend justement de la manière dont le pays remontera les obstacles à son implantation. On avait dans le numéro le tout récent abordé comme premier obstacle le déficit de gouvernance et de transparence. 2. Incompatibilité entre le régime foncier de la RDC et les droits des populations locales. Les autochtones, comme les pygmées, les Tois, les Bantous et tant d'autres, partout dans le monde. Et le troisième, donc au pays, troisième obstacle, manque d'information des populations locales, donc des Congolais, sur la stratégie RED+, et c'est retombé sur les collectivités rurales. Alors aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la continuité pour aborder les 4 autres obstacles restants. Tuzon Fimpa. Merci beaucoup. J'ai rafraîchi la mémoire des téléspectateurs. C'est une très belle mise en contexte, très bien, pour essayer de récupérer ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Donc, 4e obstacle, le manque des réseaux routiers fiables. Quelle est la situation dans notre pays, M. Lumbala? La RDC possède environ 152 400 km en réseau routier national. Alors, d'après les récentes données, nous comptons que environ 85% du réseau routier en milieu rural est en mauvais état et que seulement 15% est en état moyen. Or, la structure du RED+ exige que les retombées de son mécanisme puissent se déployer sur l'ensemble des communautés locales. Alors, le manque d'interconnexion... Un obstacle majeur, comme on dit. Majeur. Ouais. Donc, ça dit que le manque d'interconnexion des réseaux routiers fiables en milieu rural constitue un obstacle à la réalisation de ces principes du RED+, au succès du RED+. Alors, quelle est la piste des solutions pour surmonter cet obstacle? Moi, je propose à ce que l'État puisse, en dehors de l'OVD, l'Office national des services publics, que l'État puisse signer des ententes avec des agences privées pour favoriser la compétitivité, la concurrence, pour essayer de réhabiliter les infrastructures routières en milieu rural. Pourquoi? Ce qui a été fait dans le Sancour autrefois et dans d'autres parties du pays, comme le Kasaï, dans le cadre de la réalisation de... Programme des 5 chantiers. Oui. Là, c'était encore sous Joseph Kabila. Tout à fait. Je me souviens de Paul Lau qui a été mis à contribution pour la réhabilitation des routes de desserte agricole par cantonnage manuel, ainsi de suite. Les villageois étaient mis à contribution. Voilà. Et ça produit des effets. Voilà. Ce sont ces genres de programmes qui doivent être continués pour atteindre la majeure partie du milieu rural les routes n'est pas en bon état. Voilà, c'est ça. Alors, vous venez de dire ou d'ajouter que le quatrième obstacle majeur dans l'implantation, dans la mise en œuvre du RED+, qui pourrait nous apporter des milliards. Vous avez évalué entre 4 et 6 milliards de dollars par an. Eh bien, il y a le manque d'un réseau routier fiable dans nos milieux ruraux. Je rajoute encore, ce manque de réseaux routiers fiables empêche la sensibilisation du RED+, la vulgarisation du projet RED+. Comment doit-on vulgariser les RED+, s'il n'y a pas de routes?
Comment atteindre le village A pour atteindre le village B si les routes ne sont pas praticables? C'est un obstacle majeur. Vous proposez que, en dehors de l'Office des routes, que l'État donc puisse signer des contrats ou des partenariats avec des privés. Oui, tout à fait, pour favoriser l'émulation, pour créer la concurrence, en fait. Moi, je refuse le monopole. C'est-à-dire le monopole atteint la paresse, la léthargie. Je propose la conclusion de contrats avec des privés pour favoriser l'émulation, pour que le travail se fasse de façon efficace. C'est ça la proposition. Oui, la fin du monopole qui a bien entendu favorisé l'avènement d'autres sociétés dans le secteur des assurances. Tout à fait. La SONAS devra être compétitive face donc à ce marché qui a reçu d'autres partenaires. Tout à fait, exactement. D'accord. Alors, autre obstacle. L'autre obstacle, c'est-à-dire que nous avons dans notre pays les déficits de compétences. Autrement dit, le manque de personnel qualifié dans les secteurs de la gestion des terres et des forêts. La main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée, il y en manque. Pourquoi? Cette situation est due à deux raisons. La première raison, c'est-à-dire que lors de l'adoption des programmes d'ajustement structurel et de relance économique à la fin des années 80, ce qui a permis au gouvernement congolais de réduire les dépenses de l'État. Moins de formation dans le cadre forestier des ingénieurs forestiers. Le secteur forestier a payé les frais. Deuxième raison, c'est quoi? Il y a fuite de cerveau, M. Lumbala. Phénomène courant dans tous les pays africains. Il commence à revenir. Il commence à revenir tout timidement, mais dans d'autres secteurs, pas dans le secteur forestier. Voilà. Or, la structure du RAID+, exige que ces derniers puissent engager du personnel compétent et qualifié pour, n'est-ce pas, le succès de ces projets. Vous avez énuméré ça tout à l'heure, ces projets regorgent beaucoup d'opportunités pour notre pays, dans une perspective de développement durable. Plus de 6 milliards à 8 milliards de dollars par an. Si le personnel n'est pas qualifié, c'est un obstacle à la réalisation de ces chiffres qui est de 8 milliards de dollars. Alors, quelle est la piste de solution? Je propose à ce que l'État puisse mettre en œuvre des centres de formation des cadres forestiers, des ingénieurs forestiers, des techniciens forestiers. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, instaurer le cours de droit de l'environnement dans toutes les facultés. Parce que c'est un cours qui est devenu vital. Droit de l'environnement. Droit de l'environnement. Toutes les facultés. Dans toutes les facultés. Dans nos universités, dans les instituts supérieurs. Dans les instituts supérieurs comme dans nos universités, introduire ces cours. Pourquoi? Parce que ces cours est ignoré. Quand vous allez dans le département du droit public, tout le monde parle du droit constitutionnel. La constitution de l'État, il y a trop peu de spécialistes dans le secteur environnemental. Voilà ce qui a justifié ces déficits de compétences dans ce domaine. Je reviens à la proposition que vous avez faite pour contourner ou surmonter l'obstacle au niveau justement de l'absence des routes fiables dans nos milieux ruraux ou un réseau routier fiable. Est-ce qu'on ne peut pas renforcer justement l'office des routes comme dans les temps du Zaïre, renforcer ses capacités logistiques, ses capacités intellectuelles et que cet office puisse acquérir plus d'engins et plus de personnel afin de faire face justement aux défis qui nous attendent dans le secteur du réseau routier. Oui, je suis d'accord avec votre proposition, mais cela n'en exclut en rien qu'on amène d'autres acteurs dans ce secteur. C'est-à-dire, moi, ce que j'évite, c'est le monopole. Les monopoles, généralement, créent de la léthargie, créent de la faiblesse. Alors moi, je pense que la concurrence dans ce domaine fera en sorte que ça va provoquer l'émulation dans les différents acteurs du réseau routier et plus il y aura d'efficacité pour la réhabilitation de ces infrastructures. Cela a été prouvé au Brésil. Je vous ai dit, j'ai été en 2015 à Rio de Janeiro. Donc, il y a la société d'État et les acteurs privés. L'État signe même des PPP, partenariats public-privé, pour la réhabilitation des grands axes routiers pour servir la desserte agricole, acheminer la nourriture des milieux ruraux, des zones rurales vers les centres urbains. C'est très important. Très important. Alors, vous proposez la formation ou l'introduction
l'insertion d'un cours de droit environnemental dans toutes les facultés. Mais toutes ces communautés locales n'iront pas à l'université ou dans les instituts supérieurs. Est-ce qu'il n'y a pas une approche, par exemple, de vulgarisation du droit de l'environnement en des termes simples, dans le français facile ou à travers les langues locales, dans nos milieux ruraux, une approche pédagogique pour que tout le monde ait vraiment, excusez-moi, l'information? Oui, tout à fait. Votre question est très pertinente. C'est-à-dire que le cadre de participation que j'ai pour le pays prévoit cela, la formation de vulgarisateurs. C'est-à-dire ceux qui vont aller porter les projets vers les communautés locales. Parce que c'est très important, M. Lumbala. Je vous donne l'état de la situation actuelle. Actuellement, le pays compte environ une centaine d'ingénieurs et 400 techniciens forestiers qui sont actifs. Une centaine dans le secteur forestier. Dans le secteur forestier. Ce sont des estimations. Alors, d'ailleurs, déjà, en 1990, le besoin était de 700 ingénieurs et de 2000 techniciens forestiers. Vous voyez l'écart? Comment on appelle, un déficit énorme. Énorme, très énorme. Moi, je prévois dans le cadre de participation, dans les cadres que j'ai pour les pays, la formation de vulgarisateurs. C'est-à-dire ceux qui vont aller porter les projets près de la base, près des communautés locales, vulgariser, sensibiliser les communautés locales. Vous allez même trop loin en milieu rural. Même ici, certains de mes étudiants à l'université ne connaissent pas c'est quoi RED+. Et à combien plus forte raison dans les milieux ruraux. Donc nous devons faire un dispositif très intéressant, participatif, pour atteindre les milieux les plus marginalisés, les coins les plus reculés du pays. C'est là qu'on appelle des zones rurales. Ce sont ces communautés-là qui sont les premières bénéficiaires de ces projets RED+. Voilà. Formidable. L'autre obstacle? L'autre obstacle, c'est carence d'équipements spécialisés et de la logistique. Donc, dans notre pays, nous avons un sérieux problème des outils techniques qui serviront pour la collecte des données du RED+. Ça, c'est des 1. Des 2, il y aura les difficultés des logistiques, rendre les transports du bois d'œuvre en provenance des zones centrales onéreux et très compliqués. Alors, je m'explique alors. Nous avons ici dans notre pays la superficie des forêts, 154 millions d'hectares de forêts. Vous savez que je vous informe que c'est les quelques 21 millions d'hectares seulement ont fait l'objet d'inventaires forestiers, faute d'outils techniques et spécialisés. Il y a cette carence-là d'outils spécialisés. Alors les RED+ exigent que les pays en développement qui sont partis dans ces processus puissent établir une stratégie nationale. Ça, c'est le départ de tout pays en développement. Stratégie nationale en prenant en compte l'ensemble de la situation du pays, notamment les causes de déforestation. Nous devons déterminer les causes de déforestation, l'évaluation des ressources forestières, la traçabilité des arbres. Combien d'arbres a-t-on dans les pays? Ensuite, l'élaboration du plan du zonage, c'est-à-dire quelles sont les zones qui doivent être intégralement interdites à l'exploitation industrielle. Ça, nous devons en avoir. Mais nous n'avons pas cette traçabilité, manque d'outils techniques et spécialisés. Alors moi, je propose, pour la solution, je propose à ce que l'État puisse mobiliser des fonds, un fonds important pour la conclusion des contrats avec les bailleurs internationaux pour la fourniture d'outils spécialisés et techniques. Parce que ces pays développés-là ont besoin que les RED+ réussissent dans notre pays. Parce que, est-ce qu'ils ont fait? Ils vont faire le rachat. Ils vont racheter ces émissions que la RDC a gagné pour répondre à leurs obligations en vertu du protocole de Kyoto ou de l'accord de Paris. Donc, ils ont intérêt à ce que les RED+ aboutissent ici en France. Et réussissent et soient vraiment effectifs, oui, dans notre pays. Tout à fait. Alors, le Canada est-il déjà en avance et le Brésil par rapport à nous? Oui, je prends cet exemple du Brésil parce que c'est un pays en développement. Comme nous avons les mêmes défis que le Brésil. Tous ces défis-là, mais le Brésil a réussi à surmonter ces obstacles par l'organisation du secteur. Le secteur est bien organisé au Brésil. C'est pour cela que le Brésil continue à avoir des compensations financières importantes en vertu de l'accord de Paris. Et qu'est-ce qui fait que quand les dirigeants brésiliens sont en colère ou tonnent, la communauté internationale tremble?
Mais c'est parce que les Pourtant, l'argent vient de la communauté internationale. Oui. Et ça arrive au Brésil. Et le Brésil, quand l'Amazonie prend feu ou va en fumée, eh bien, le monde se plaint et les dirigeants brésiliens haussent les tons et ils parlent avec autorité. Alors, qu'est-ce qui fait leur force et quelle est leur stratégie d'ailleurs? Tout à fait. Je vais dire ceci, que les REDD+ est récompensé en fonction des résultats qui sont obtenus dans les pays. C'est-à-dire la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre liées à la forêt. Et le Brésil réalise ces émissions-là. Alors, ces pays développés, communauté internationale, notamment pays développés, ils viennent racheter ces crédits qui sont, les crédits des émissions qui sont effectivement sauvés au Brésil pour répondre à leurs obligations internationales. C'est racheté dans la nature? Non, racheté au Brésil. C'est-à-dire le Brésil réduit par exemple autant de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre parce que le secteur est organisé, les tourbières, les secteurs, les communautés locales se retrouvent. Les communautés sont impliquées dans la gestion des forêts au Brésil, dans les processus REDD+, et il y a des réductions réelles d'émissions, des émissions qui sont produites. C'est les résultats. Et REDD+ vient apporter des subventions en fonction de ces résultats. Alors la communauté internationale prête l'oreille attentive au Brésil parce que le Brésil réalise les résultats du REDD+. Les REDD+ fonctionnent effectivement parce que le secteur est organisé. Et le Congo patauge dans une cécité sans précédent. Tout à fait, le Congo patauge parce que le secteur n'est pas organisé. Je rappelle que le REDD+ a 3 grandes phases. Nous avons la phase du lancement ou de l'implantation. Deuxièmement, la phase de la mise en œuvre ou de l'application du REDD+. Et enfin, troisièmement, l'évaluation, suivi et évaluation des résultats. La RDC, à l'heure actuelle, nous sommes toujours à la première phase d'implantation du REDD+. Donc nous n'avons pas encore atteint la seconde phase. Mais le Brésil a finalisé toutes ces 3 phases et obtient des résultats concrets, réels, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent l'aider à bénéficier des compensations financières en dehors des résultats, des chiffres réalisés dans le pays. L'article 4, paragraphe 5 de l'accord de Paris permet, n'est-ce pas, de transférer des ressources financières au Brésil. Donc, c'est un exemple frappant. Pays en développement, même défi avec la RDC, pays du Sud, le Brésil. Pourquoi nous ne pouvons pas emboîter les pas du Brésil? Pourquoi notre pays ne peut pas prendre ces bels exemples du Brésil et les transposer ici dans notre pays? Parce que nous sommes le deuxième poumon vers de la planète. On aime imiter Lula seulement sur le plan politique. Oui. Il est un modèle pour quelques politiques, mais on n'imite pas vraiment la recette de leur réussite dans le domaine forestier. Alors, pourquoi, quand l'Allemagne débloque de l'argent pour envoyer au Brésil, le Brésil dit gardez votre argent, nous on n'en a pas besoin? Mais c'est toujours dans ce cadre. Mais tout à fait, je l'ai dit tantôt, parce que le pays est organisé. Les pays actuellement, les REDD+, je vous donne les chiffres, les REDD+ au Brésil rapportent plus de 7 milliards de dollars par an dans le budget national. La contribution à l'effort national, les secteurs forestiers formels. Donc, ces secteurs-là regardent beaucoup plus d'argent. Le Brésil a compris qu'avec l'implication des communautés locales concernées, les REDD+ peuvent aller de l'avant et que ces pays-là du Nord, ces pays dits industrialisés, ont besoin de la réussite du REDD+ pour tirer profit. Vous voyez que chaque partie prenante a un intérêt dans le processus REDD+, notamment les pays développés. Leurs intérêts, c'est racheter les émissions produites dans les pays du Sud pour répondre à leurs obligations internationales dans le cadre du protocole de Kyoto. C'est ça. Il n'y a pas d'autre magie. Justement, 2 préoccupations avant de finir. Quel est le 4e obstacle, c'est-à-dire celui qui vient compléter la liste jusqu'à cet obstacle? Oui, le dernier obstacle, c'est la faiblesse de la sécurité dans notre pays. En RDC, nous avons une situation, notamment dans les provinces orientales, Kivu, la sécurité est précaire. Bon, le président Kabila, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001, il a su réunifier les pays. Ça, c'est le mérite qu'on lui accorde, mais en dépit de quelques poches... Les groupes armés sont restés têtus. Têtus, voilà. Il y en a quand même quelques poches de résistance. Donc, cette situation-là va empêcher l'aboutissement du projet REDD+. Or, il y a un principe du REDD+, qui dit que les émissions qui sont... Les réductions des émissions dues à la déforestation doivent se prolonger à long terme.
et doit comporter un faible risque relatif à leur montée, dû notamment aux événements comme l'instabilité politique, l'insécurité, les incendies. Alors c'est ce qu'on appelle le principe de permanence de séquestration du carbone dans les sols. Alors ces principes-là permettent à ce que lorsque le carbone est séquestré dans les sols, ça évite les émissions de gaz à effet de serre. Avec l'insécurité dans la province orientale, ces principes du REDD+ risquent de souffrir pour aboutir à son résultat. Voilà en gros les 4 obstacles qui sont restés à l'implantation du REDD+. Et qui s'ajoutent aux 3 premiers que nous avons donc énumérés en introduction de ce magazine. Je vous le rappelle, le déficit de gouvernance et de transparence, oui, c'est encore un défi. L'incompatibilité entre le régime foncier et les droits des populations locales et aussi le manque d'informations des populations locales sur la stratégie REDD+, et ses retombées sur les collectivités locales et rurales. Voilà, je voulais rajouter comme piste de solution à ces derniers obstacles, c'est-à-dire que l'État puisse mettre en place un fonds là, pour la formation, créer ce qu'on appelle la police de proximité. Police de proximité. Dans des quartiers. PP, voilà. Police de proximité dans les quartiers, avec l'appui des communautés locales concernées. Ça fonctionne. Je prends toujours l'exemple du Brésil. Le Brésil a créé ces PP-là. Police de proximité. Et que c'est à son rôle? Tout autour des concessions forestières pour sécuriser les produits, les résultats du REDD+. C'est faisable. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de la transformation du gaz à effet de serre en carburant. Vous êtes au courant? Ben oui. Et les Espagnols sont déjà en tendance. Je vous montrerai une vidéo avec un reportage élaboré dans ce cadre. On dit, et cela ça ne vient pas réconforter Donald Trump, le président américain, dans sa têtutesse et dans ce déniement de ce qu'on appelle changement climatique. Mais oui, M. Lumba, nous pouvons le faire ici au Congo. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, le secteur forestier, lorsqu'il est organisé, nous allons faire ce qu'on a promouvoir les énergies renouvelables. Les biocarburants, c'est une énergie renouvelable, que nous allons quitter les modes sales, les sources d'énergie sales, les charbons, le pétrole et les gaz, pour basculer cette transition écologique. Je l'ai dit, c'est la RDC qui réalisera cette transition écologique. Nous sommes capables, avec toutes les potentialités que nous avons, de faire des biocarburants. Et voilà. Nous sommes capables. Vous le dites bien, une note d'espoir pour terminer cette interview. Vous avez compris que les milliards, il n'y en a pas dans les mines et encore dans l'agriculture, il y en a suffisamment dans l'environnement, surtout avec l'implantation effective du REDD+, et la gestion rationnelle de nos forêts, et aussi dans la vente de l'eau du fleuve Congo vers l'embouchure, ça pourrait générer des milliards. Alors, vous ne voulez pas rêver et passer à l'action, c'est votre problème. Mais entre-temps, nous sommes là pour vous aider et vous mettre la puce à l'oreille. Merci, professeur. Ça fait plaisir. Philippe Patuzon, professeur de droit à l'environnement à l'Université Kinshasa et dans d'autres établissements de la capitale Kinshasa. Et à très bientôt pour la suite, peut-être avec un autre sujet. Au revoir. Merci.